Bonjour à tous, Mbotezeno, Mbotenabino, comment ça va? Moi je réponds. Et vous? Bienvenue sur la radio NTI, la radio des cultures africaines, du mixage des cultures africaines. Vous écoutez Koteya, votre nouvelle émission dédiée à l'éducation et à la parentalité. Ici, les femmes prennent le contrôle. Oui, on prend le contrôle de la terre entière, on prend le contrôle de la radio, on parle d'éducation, on parle de parentalité. Ici, on brise les tabous. Alors, pour cette première émission, je vais vous présenter qui nous avons ici sur le studio radio. Cyrielle, à toi la parole, bonjour. Hello, hello, hello. Comment ça va? Ça va très bien. Boni. Très bien. Ah ben ça va. Oza Malam. Madame. Toujours Tokos. Toujours. Et toi, Elvie? Yes. Ndengenini. Alobi nini. Toza na terrain. En tout cas, Toza na terrain. On prend le contrôle du terrain. Nous allons parler, nous les femmes, nous allons parler au papa, aux mamans, aux yaya, aux tontons, à la planète entière. Que tu sois sur Mars ou sur Vénus, cette émission, elle est pour toi. Aujourd'hui, nous voulons parler de parentalité, d'éducation, comme vous le savez. On va parler de la femme qui est enceinte, la femme qui accouche. Nous allons parler de ce que devient une maman une fois qu'elle a accouché. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Des fois, on voit une maman qui accouche, deux autres monde a stress, a changé. Qu'est-ce qui se passe, maman? Des fois, elle accouche, le mystique. Non, c'est ton bébé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le stress? Pourquoi ce changement? Est-ce que ce sont les hormones? Est-ce que quand on voit le bébé, moi, choc, est-ce que pendant qu'elle était enceinte, elle s'imaginait pas que l'enfant devait sortir comme l'enfant est? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'émission d'aujourd'hui. Donc, on ouvre les oreilles, les papas, les mamans. Toi, la maman qui est concernée, ne t'inquiète pas, on aura la solution pour toi. On va t'aider, on est là pour ça. Les filles. Yeah. Alors, la matrescence, c'est un nouveau mot là qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Internet, c'est la nouvelle ère digitale partout. On dit que la matrescence, en fait, c'est une fusion entre le mot maternité et adolescence. Donc, la maman, en fait, c'est comme une nouvelle naissance. Elle est là, elle devient mère, mais un peu comme une adolescente. Donc, elle ne se reconnaît pas, elle est un peu perdue. Elle se demande qu'est-ce qui se passe et ça peut durer longtemps. Jusqu'à 3 ans, tu es là, tu dois t'habituer un peu à ta nouvelle identité, à ton nouveau toi, à ton nouvel environnement. Il y a des moments, même elles accouchent, elles font un rejet. Elles ne sont pas contentes d'être maman. Elles regrettent d'être maman. Et ça m'a grave, hein, mais c'est possible. Alors, le regret de devenir mère. Qui prend la parole? Alors, moi, j'aimerais déjà dire... aujourd'hui, je serai un peu l'avocate des femmes, de ces femmes-là qui regrettent, qui ont une fois regretté, après qui sont passées à autre chose, mais qui ont regretté de devenir mère. Comme on le dit comme ça paraît être quelque chose de fort. Comment ça, une maman peut regretter de devenir maman? En tout cas, comment ça se passe? Avocate des causes perdues tout le temps. Mais oui, comment ça se passe qu'on puisse regretter d'être maman? Déjà, il faut expliquer depuis le bas âge. La fille a souvent été préparée à devenir mère. On voit la jeune fille jouer à la poupée, à arriver de ce moment que quand je serai grande, je serai maman, j'aurai mon bébé, je vais m'occuper de mon bébé. Mais comment se fait-il? C'est que au moment où elle met au monde, moi, nango a commis, mais siko, a comme wangana. Moi, comment se fait-il que je ne suis pas heureuse dans ma nouvelle position? Mais c'est plus la poupée. Ce n'est plus la poupée. C'est une nouvelle version vivante. Sutuki. Dans les cambo maternité, il faut que ça la boye. Il faut la kate, occupé kamwana, ba business to ezoko ya na mai, kaka mwana. Il faut olamba, osala ba makambutu, kaka mwana, mosala pe. Rendez-vous VIP à l'eau. Franchement, rendez-vous VIP à l'eau. Et là, c'est à ce moment que naît la question du regret maternel. Alors, qu'est-ce que c'est le regret maternel? Le regret maternel, c'est le regret d'endosser le rôle de mère. Ce rôle, en fait, qui a été souvent assigné aux mères depuis des générations selon une culture à une autre. Certaines femmes se retrouvent confrontées à ce rôle de mère et n'arrivent pas, quelquefois, à assumer ce rôle. Et aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, les femmes qui regrettent d'être mères ne sont pas forcément celles qui ne voulaient pas l'être. Elles voulaient être maman, mais qui se retrouvent confrontées à la réalité et du fait qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça une des façons. Et aussi,
ce qu'il faut savoir sur les femmes qui regrettent d'être mères, ce sont aussi celles qui sont devenues mères sans se poser la question de devenir mère. Elles se sont mariées ou encore pas mariées. Elles ont eu un enfant. Ben, écoute, j'ai l'enfant, je garde l'enfant. Je vais jusqu'à la maternité et je mets au monde mon enfant. Et là, intervient deux volets. Soit au niveau de la maternité, les choses ne se sont pas passées forcément comme elles l'ont espéré. La situation a été différente parce que souvent la société idéalise la maternité. Exactement. On voit la maman, le ventre qui s'arrondit, les joues deviennent jolies, belles, ou bien qu'il y a un masse de grossesse, mais bon, c'est bien, ça se passe bien. Donc, du coup, on n'est pas, ces femmes-là n'ont pas été forcément préparées que les choses peuvent aussi mal se passer. Et aussi, la deuxième étape, c'est au niveau de l'accouchement. Au niveau de l'accouchement, quelquefois aussi, les choses ne se passent pas comme Et il y a un espéré. gros tabou au niveau de l'accouchement Voilà. dans nos sociétés, on n'en parle pas. On n'en parle pas, exactement. Donc, du coup, de fait de voir que au moment de l'accouchement aussi, voilà, les choses ne sont pas passées qui est comme on l'aurait espéré. Parfois, d'autres sortent avec des traumatismes. Bon, bah, pas traumatisme, mais bélé. Elle va se dire qu'elle va être en fait arusutuka. Donc, et là, quand vous êtes pourquoi on m'avait pas parlé, pourquoi on m'avait pas. Donc, du coup, le mythe, toute l'idéalisation qu'on avait faite en fait sur la maternité, on tombe des nues. On se dit, affaire en il fallait pas prévenir un gars. Donc, ça aussi peut être des facteurs qui peuvent pousser la maman au final à pouvoir regretter en fait d'être maman. Elle ne trouve plus de contrebalance au sentiment qu'elle a en fait de tenir son rôle. Parce qu'elle a l'impression, on lui a pas dit que pendant un moment, ta vie tournera autour de ton enfant. C'est ça. Tu n'auras peut-être plus autant ta même vie sociale. Cette transition-là n'a pas été faite. Tu vas devoir t'occuper de ton enfant H24. Et ça aussi, ça peut représenter un choc d'un âge à un autre. Qu'on soit inférieur à la trentaine ou supérieur à la trentaine. Surtout quand cette transition n'a pas été bien faite, on peut être aussitôt choqué par cette nouvelle situation de maternité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, une fois, les mères se sont privées de leur liberté, enfermées dans leur rôle qui leur est imposé. Aussi, du fait de se rendre compte que toute cette charge est souvent mise sur la femme. Parce que quand on parle de parentalité, on pense souvent que le papa et la maman vont gérer l'enfant. Mais elle se retrouve que ce n'est qu'elle qui gère l'enfant. Ah, surtout ici, hein. Le papa, soit ne s'y implique pas, elle se retrouve toute seule et ça lui fait craquer en fait. Cette histoire d'amour, on était tous deux, on a conçu cette tête tous deux. Maintenant, l'être est venu, c'est maintenant moi seule qui me réveille au milieu de la nuit. C'est même lui qui a dit, faisons un enfant. Voilà, exactement. C'est quoi, Akewapi? Akewapi. Il est très content de dire au bar que lui n'est papa. Voilà, exactement. Et donc, ça aussi, cette solitude rencontrée au quotidien peut emmener en fait la femme à regretter d'être passée par la maternité. Cela ne veut pas dire parce que la femme elle est de regret qu'elle n'aime pas ses enfants. Elle peut les aimer, mais c'est le statut et tout ce qu'il y a autour de la maternité qu'elle n'aime pas et qui lui fait regretter, qui lui fait dire, j'ai déjà entendu des femmes dire, si j'avais su que c'était ça la maternité, j'aurais attendu un certain accomplissement personnel avant d'avoir des enfants. Et il y a souvent des femmes aussi qui ont peut-être eu vent de tout ça et qui se disent que je vais attendre un certain accomplissement professionnel pour faire des enfants et des fois se retrouvent un peu l'horloge biologique un peu très tard et on peut plus avoir des enfants et voilà, donc ce regret en fait tourne autour de ces différentes conditions-là. Et certaines personnes vont certainement dire mais nos mères de l'époque, comment elles faisaient, est-ce qu'elles avaient du regret? Est-ce que vous connaissez le terme qui est actuellement utilisé quand on parle du sacrifice, la mère sacrificielle? Ouais. Le terme de la mère sacrificielle, c'est justement un peu ce qu'ont connu nos mères à l'époque, c'est que elles sont rentrées dans la résilience. C'est ça. Elles se sont confrontées à cette responsabilité, que ça soit bien passé ou pas bien passé. Elles se sont dit finalement, écoute, je n'ai qu'à vivre pour mes enfants, pour que eux deviennent des gens. Moi, je fais taire mes ambitions, mes envies de m'accomplir. Je m'accomplis au travers d'eux. Et c'est comme ça que souvent qu'on voit des mères qui encouragent leurs enfants à faire des choses et tout, beaucoup plus grandes qu'elles, parce que j'ai envie de dire, Moutambu! Et quand Guillesso est retrouvé dans le piège, elles se sont dit, écoute, je vais encourager mes enfants, eux, à faire des études, ne pas être pressés dans la vie, de s'accomplir parce que moi, je ne le savais pas. Et aussi, le terme de la mère sacrificielle, c'est que la maman ne pleure pas. La maman, elle est solide. La maman,
c'est la madre, C'est ça. la maman ne doit pas pleurer, elle doit supporter. Donc, du coup, ces femmes, elles ont beaucoup endossé, elles ont beaucoup porté sur elles, que elles n'ont pas voulu le montrer à leurs enfants, le sacrifice qu'elles faisaient, en fait. C'est le terme de la mère sacrificielle, et c'est ce que nos mères ont beaucoup connu. Elles ont porté sur elles, elles ont accepté de porter le sacrifice pour que leurs enfants puissent eux aussi prospérer. Donc, ça ne veut pas dire que ces femmes n'avaient pas des regrets. Non, Elles ont eu à regretter, mais elles ont intériorisé ce regret. Parce que des fois, tu entends souvent, oui, j'ai tout sacrifié pour vous. Voilà, moi, exact. j'ai donné ma vie pour vous. Voilà. Et après, à l'âge adulte, en fait, ça fait comme, ce n'est même plus de la reconnaissance, mais tu as l'impression d'avoir une dette par rapport Par à ta rapport à mère. ça, Et exactement. aussi au niveau des ambitions, moi, je voulais rebondir dessus parce que c'est important. Mhm. C'est que souvent, elles vont avoir des ambitions qui étaient les leurs. Elles vont les retranscrire sur les enfants. Mhm. Et les enfants vont se retrouver à faire des carrières par rapport à leurs rêves à elles et non pas par rapport aux rêves des enfants. Donc, c'est assez ambigu parce que effectivement, le regret d'être mère va s'exprimer d'une autre manière, en fait. En se disant, tant pis, vu que c'est comme ça, eh bien, les enfants devront être comme moi, je l'imagine, en fait. Parce que je me suis sacrifié pour qu'ils soient là. Donc, la moindre des choses, c'est que quand, dans 20 ans, je n'aurai plus à m'occuper d'eux, que quand je vois cet enfant, je sois fière par rapport à mon image que moi j'ai. Exactement. Ce qui peut être compliqué des fois. Et à ça aussi s'ajoute le fameux phénomène culturel par rapport au papa et à la maman. Quand on voit le père, admettant que le père qui s'occupe de l'enfant, qui emmène l'enfant à l'école, admettant que l'enfant, sa tenue ne soit pas bien faite, hein, les couettes sont un peu de travers, on va dire, ah, quel papa est bien, il est bien, il est... Et si c'est une maman qui vient avec un enfant avec des couettes, oh, maman Dénine, elle prend pas bien soin de l'enfant et tout. Donc, il y a en fait cette pression sociale aussi et beaucoup d'attentes qui sont liées par rapport à la mère, qu'on se dit que la mère, c'est ça son devoir, elle doit se sacrifier pour ses enfants. Combien même une mère peut se dire que oui, j'ai mes enfants, mais j'ai des ambitions, je veux les faire, mais elle va se sentir un peu être sous le viseur de tout le monde. Bah, tout bazo guetter, à Kewapi, à voyager à Chikimwana, moi dans 7 mois, oh, Mérandéni. Donc, ça, en fait, ça vient, en fait, mettre un poids sur la maman qui, dans son fort intérieur, va se dire, ah, si je savais, je regrette d'une certaine manière. Mais je précise bien, ça ne veut pas dire que la mère n'aime pas ses enfants. Elle peut les aimer et fortement ses enfants, mais c'est tout le poids qu'il y a autour qu'elle n'aime pas, en fait, qui lui fait avoir certains regrets. Donc voilà un peu grosso modo l'introduction par rapport le regret maternel, qu'est-ce que c'est. Et le deuxième point aussi, pour faire la transition avec la matrescence, qui est notre sujet de ce jour, c'est que parlons des congés de maternité. On nous parle de la parentalité. On nous dit de faire attention. L'enfant, on doit l'éduquer comme ça. On doit faire attention à ce qu'il mange. Il ne doit pas être devant les écrans. Il ne doit pas être fait. Toutes ces exigences-là, on se rend compte que c'est toute une vie, en fait. Mais le temps et la durée du congé de maternité, pour la maman, c'est 3 mois à peine. Et pour le papa, c'est 72 heures. 72 heures, mon Dieu. Mais congé parental. Donc là, on se rend compte que des fois, il y a certaines femmes qui ne sont pas au point lorsqu'elles reprennent le travail, en fait. Et je précise, parce qu'il faut que je rebondisse, parce que le congé du père à 72 heures pour lui. Hein. Oui. Il va aller faire ses deals. Exactement. Il n'est pas là, il est sorti. Il n'est pas là, il est sorti. Non, toi, si jamais tu t'étais permis sur les 72 heures d'aller voir les copines, d'aller dealer, d'aller vendre quelque chose au coin de la rue, on aurait dit, mais ça, c'est quelle qualité, c'est quelle mère qui abandonne son enfant pour aller chercher l'argent et tout ça là quand même. Elle a 72 heures pour s'occuper de l'enfant, au lieu de se concentrer dessus, elle va partir à faire autre chose. Voilà. Donc, il y a tout ça aussi qui est mélangé, que les femmes, elles ont la tendance à croire qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes et que la reprise qu'elles pensaient qu'il devait se faire en douceur, mais finalement, elles sont à la bourre. Et elles sont à la bourre, elles reprennent le service, elles arrivent au travail, il y a encore le regard des gens. Ah oui, comment? Ah, l'enfant l'a fait déjà, c'est nuit. Ah, fais tous les commentaires et tous les tralala, tu as juste envie de fermer tes oreilles, de ne pas écouter. Et si tu dis que moi je fais comme ça, tu fais comme ça, bah ça va bon côté. Déni, yo yébité, bah ça va boyer. Donc du coup, tu te sens un peu perdu, tu te dis moi j'ai décidé de faire comme ça. Là je me dis que on fait comme ça. Donc tu as trop d'informations qui te passent. Du coup, tu as l'impression
que tu n'es pas une bonne mère au final. En fait, tu as toujours ce doute de te dire est-ce que tu es une bonne mère jusqu'au jour où ton fils ou ta fille va te dire ah maman Ouzongue, ah vraiment maman tu es la meilleure maman du monde. Ah ça vient un peu être comme un baume sur ton cœur, mais si selon les stigmas de tout le monde, tu as l'impression de ne pas être la mère qu'il faut et ne pas faire ce qu'il faut. Et donc d'où cela vient nourrir le sentiment du regret de la mère. En tout cas, vraiment, matrescence, culpabilité, regret. C'est vrai qu'en plus, ça entraîne beaucoup de changements. Parce que quand on devient maman, on le disait tout à l'heure, hors antenne, on parlait de tous les changements que ça peut entraîner. Dans la vie de couple, ça entraîne des changements. Parce que finalement, il faut réadapter ces choses. Nous, les femmes, on aime bien rêver. On se dit qu'on va se retrouver. Au début, on est sur notre petit nuage, quoi. Papa, maman, tous les deux, devant un film. On est là, notre popcorn. On aime rêver. Nous, on aime l'amour. C'est comme ça, c'est la vérité. Mais une fois que l'enfant est arrivé, ça change tout ça. Parce qu'il y a une troisième personne qui est arrivée, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième enfant, ça change tout dans le schéma de la famille. Ça change tout. Les hommes, de manière générale, ils n'aiment pas trop le cri des enfants, donc peut-être qu'il sera beaucoup moins présent. Mais toi, par rapport au rêve que tu t'es fait en tant que femme, mais tu ne t'y attendais pas. Parce que on ne peut pas se préparer à ça. Il faut vraiment le vivre pour te dire, quand tu vis ça, tu te dis que, aïe, c'était comme ça cette affaire-là. Il y a du changement aussi, comme on disait au niveau social, les fréquentations. Finalement, tu as tes copines là, qui n'ont pas d'enfants, elles qui vont sortir à 23h, il y a des rendez-vous que tu ne pourras plus faire. Il y a des soirées, des fêtes que tu ne pourras plus aller parce que toi, tu auras peut-être ton enfant malade, peut-être qu'il faut veiller sur l'enfant, peut-être qu'il n'y a personne pour garder ton enfant. Donc ça change. Ou tu es tout simplement fatigué, t'as envie de dormir. Ou tout simplement fatigué. Ben oui, parce qu'un enfant, c'est beaucoup de temps, c'est de l'énergie. Et tous ces changements-là, ça fait que des fois, quand tu t'y attends pas, mais ça, c'est une nouvelle vie aussi. C'est un changement du point de vue social. Tu vas commencer à devenir, tu vas remarquer que tes amis sont souvent les filles aussi qui ont des enfants. Quand tu as les mêmes problèmes, vous commencez à avoir aussi les mêmes échanges. Tout ça, ça change. Donc, tes amitiés aussi, ça commence à changer. Tu vas remarquer qu'aussi, toi-même, au niveau de ce que tu regardes à la télé, tu disais tout à l'heure, tu commences à faire attention parce que les enfants sont là. Il y a des films que tu ne pourras plus regarder avec les enfants. Quand les enfants sont présents, maman, il y a le bisou. Et change la chaîne. Karamiso. C'est ça. Donc finalement, en fait, la maternité, comme on dit, la matrescence, c'est pas une question de 2 mois, de 3 mois. Ça peut même durer 20 ans. Parce qu'en réalité, c'est jusqu'à ce que ton enfant soit grand. Peut-être qu'il va quitter la maison. Yorumina âge à retraite. C'est là maintenant que tu cherches à vivre. Ta vie commence parce que ta vie, tu avais l'impression de l'avoir mis entre parenthèses. Complètement. Et maintenant, tu vois, les mamans d'un certain âge, là, elles sont là, ambiance. Mais elles rattrapent, en fait. Elles se disent, pourquoi quand c'était là? Elles sont dans le musique, elles vont se jouer, et voilà. Les rendez-vous, mais on rigole, mais il y a les mamans sacrificielles, il y en a qui vont tomber en dépression et mourir plus vite parce que justement, surtout si les enfants sont partis de la maison, elle n'arrive plus à se retrouver. Oui, parce que toute sa vie, elle n'a fait que ça. C'est ça. Elle ne sait plus rien faire d'autre. Il y en a qui ont arrêté la carrière, qui ont arrêté le boulot, qui ont arrêté les études. Le rêve est tombé à l'eau, comme on disait tout à l'heure. Et finalement, quand les enfants sont partis. Parce que l'enfant, une fois qu'il est grand, il est égoïste. Il va te faire comprendre. Il a trouvé sa femme. Il a le temps. Et la fille aussi, quand Kimberley devient amoureuse de Brandon, elle va te dire, maman, moi Kimberley, je m'en vais. Brandon est là, maman, il a mon cœur. Il faut me libérer la route. Il y a aussi le choc quand tu vois ton corps. Il y en a qui étaient Miss. Vraiment le corps Coca-Cola. Tu te retrouves transformé en toi, tu vois ça. Coquille. Tu deviens cocastique. Cocastique, bon bizarre. Et là, tu te poses des questions à te dire, mais c'est quoi ce changement-là dans ma vie et tout. Donc, franchement, il y a quand même beaucoup de changements. Le bébé qui est arrivé, c'est un changement de vie, pas possible. On parle même pas des hormones, on a parlé du physique, on parle de l'environnement, tout ça, c'est beaucoup de choses qui arrivent. Et des fois, il y a le chagrin qui est là, tu commences à regretter, tu te dis, attends, Nazalaka. Nos mamans étaient fortes pour ça. Elles sortent l'album de leur jeunesse. Oui, quand oui. Au moins, il bataille na biso. Au moins, il me dit moi si hitoko, hein. Moi si hitoko. Voilà. Voilà, on se console dans l'enfant. Voilà, exactement. Et ça, c'est en fait des signes en fait de regret. Voilà. Alors, donc, quand on parle de ce regret, moi, j'aimerais dire quand même une chose qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est qu'on ne naît pas mère, on le devient. Bon, dit comme ça, ça a l'air simple, très facile, ok, d'accord. Mais non, en fait, il faudrait se poser la question surtout de savoir comment gérer nos émotions quand nous passons au stade de maman. Comment continuer à avancer et aimer ses enfants quand un sentiment de regret d'être maman se fait de plus en plus fort en nous.
Là, je vais essayer, Tata Sissi va essayer de vous répondre en quelques astuces pour pouvoir surmonter ces émotions et les gérer. Donc déjà, je pense que la première des choses essentielles, c'est de mettre des mots sur ses émotions ou son mal-être. Mettre des mots sur son mal-être, ça va permettre d'accepter d'avoir un sentiment de regret qui doit être décorrélé de l'amour que l'on porte pour son enfant, comme le disait si bien Tata Elvie tout à l'heure, mais bien rattaché au rôle d'être mère. Pour la matrescence, c'est d'accepter pleinement le fait que nous sommes en train de devenir parents et que cela implique des changements dans tous les domaines de notre vie et pour les femmes aussi au niveau hormonal. Il est donc important de ne pas laisser la mère ressentir ce regret dans un état d'isolement. Il faut l'entourer parce que si elle est isolée, elle ne pourra pas exprimer ce qu'elle ressent. Et en plus du regret, il y aura le risque d'avoir une dépression et qu'il n'y ait pas de lien d'attachement qui se fasse avec son enfant ou qu'il soit difficile en fait. Donc ça vient à mon point 2, qui est de s'entourer de personnes compréhensives et soutenantes, des amis, de la famille, mais aussi on peut aller vers des associations de soutien, de bénévoles ou de professionnels, quoi. On parle peu de thérapie en Afrique, mais parfois lorsque l'on traverse certaines situations, comme pendant la période de matrescence ou si le regret d'être mère devient trop lourd, entamer une thérapie en prenant le temps de choisir l'interlocuteur qui saura réellement nous écouter et trouver les mots indispensables pour ne pas s'enfoncer dans la culpabilité et le mal-être sera primordial et même vital, j'ai envie de dire. Justement, quand tu parles de thérapie, parce que nous, dans nos sociétés, quand on pense thérapie, quand on pense psychologie, quand on pense psychologue, on pense à la psychiatrie. C'est-à-dire, il y a en fait cette confusion. Non, mais c'est sérieux, cette confusion qu'on fait souvent entre le psychiatre et le psychologue. Le psychiatre, lui, va soigner le fou, entre guillemets, façon de parler. Vraiment la personne qui a une maladie mentale. Le psychologue, il va juste écouter. C'est-à-dire que dans le cas qui nous concerne ici, c'est plutôt le psychologue qu'on va voir, quelqu'un qui va nous écouter. Donc j'ai envie de dire que ce qu'est le psychologue est athée. Attends, Moni Pasteur, là aussi c'est quelqu'un de, voilà, quelqu'un, attends, maman Pasteur, quelqu'un de posé, quelqu'un aussi qui va pas aller prendre ton secret, qui va sortir ça partout. Il faut vraiment avoir l'intelligence, le discernement de choisir la bonne personne. Mais il faut en parler. Parce que c'est ce que tu es en train de dire. Donc vraiment la thérapie, il faut en parler. Parce qu'il y a des problèmes comme ça qu'on prend, on garde pour nous-mêmes. On a honte de se dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser si on leur dit que moi, en tant que mère, je suis pas bien, est-ce que je suis quelqu'un de normal? Maman, ça n'est pas normal. Parce que il y a beaucoup de femmes dans cette situation-là. Quand ton enfant arrive, les changements là, ils sont un normal. Parce que c'est humain. Et ça, le changement, gros, c'est humain. Nos mamans l'ont connu, ça y est. Peut-être, bah, l'a quitté. Peut-être, à l'obbi, car la tontine, la yaya, la belle-sœur, elle en a parlé, toi, tu n'es pas au courant. Donc, n'est pas honte, faut le bas. C'est important. La parole, en tout cas, ça libère. Donc ça, c'est important. La notion de thérapie, il fallait qu'elle rebondisse en gros parce que c'est important. Non, c'est très important. Et aussi, ça va éviter justement d'arriver au psychiatre. Parce qu'après, en accumulant tes problématiques qui, au départ, pouvaient être en fait réglées quand tu allais en parler, là, tu en fais une vraie maladie de santé mentale, en fait, parce que le cerveau, à un moment, va arrêter de prendre. Et il va juste arrêter. Et puis, c'est là où les problèmes plus sérieux vont commencer. Donc, merci d'en parler et merci d'insister, quoi. Donc, voilà. Mais on le dira jamais assez, hein. L'entourage bienveillant, c'est ce qu'il faut. Comme tu disais, ça va permettre de faciliter les périodes difficiles et les grands chamboulements de nos vies. Donc, entourez-vous de personnes qui vous apportent la paix, s'il vous plaît. Pas les gens qui vont venir te dire « Oh, ça, tu fais mal. Ça, c'est pas comme ça. » Non. Dans ces périodes-là, si vous avez envie de faire un reproche à quelqu'un et que c'est pas vous qui traversez la situation, mieux vous taisez, vous prêtez l'oreille et vous écoutez, vous dites seulement « Ah, on t'a entendu, hein, courage, pardon. » Les remarques dans cette période ne sont pas les bienvenues. Donc ça, c'est important ce que tu dis pour l'environnement. Ça veut dire que faut savoir que dans la vie, à chaque évolution, des fois, on a besoin de recadrer un peu son environnement. Si c'était cette copine-là, c'était la meilleure copine d'avant, sauf qu'elle doit comprendre tes mamans et qu'elle te retire ta paix. Ma belle Zate. L'amitié en question, on peut recadrer ça aussi. Ma belle Zate. Ma belle Zate. Et c'est vrai, on recadre. Il n'y a pas de problème. Bon, peut-être aux conseils d'un bébé, hein, mais c'est important de recadrer, effectivement, parce que la paix, là, c'est important. Le bien-être de la mère, elle est importante pour l'enfant. Parce que le stress, là, au plus, tu ne t'en rends même pas compte. Des fois, monsieur va ressentir ton stress, tu ne te rends pas compte. Tu auras l'impression que personne ne te comprend. Mais c'est parce que ce stress-là, tu es en train de garder pour toi. Donc, l'environnement, les personnes qui vont venir rendre visite. S'il vous plaît, vous qui allez rendre visite, peut-être, là, tu nous écoutes, autant, tu as bus, tu as taxi, tu vas rendre visite à quelqu'un qui a accouché. Qui a un sentiment propre. Allez soutenir l'autre, décharger l'autre, écouter l'autre qui a besoin de votre parole, de votre soutien.
moi verser, moi parole encouragement, moi aide, moi va te reposer, je garde un peu l'enfant, ça fait toujours du bien. Et donc là, l'environnement, vraiment, c'est important aussi que je puisse rebondir dessus, parce que ça compte énormément dans la stabilité, dans l'équilibre de la nouvelle maman. Son environnement, ça, c'est primordial. Merci Tataro. Donc ça me fait passer parce que l'environnement c'est important, ça me fait passer au troisième point, qui est de mettre en œuvre une organisation sans faille. C'est-à-dire que, comme parlait tout à l'heure Tata Elvie, de la charge mentale, du fait que tout incombe à la maman là, il faut que son organisation soit au millimètre près, qu'elle s'entoure des personnes et qu'elle sache déléguer, que toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, moi je m'occupe de ci, je m'occupe de ça. Comme ça va lui donner du temps. Ça va lui donner du temps pour pouvoir être avec elle-même d'abord et pour pouvoir être avec son enfant. Et quand elle sera avec son enfant, ce seront des moments de qualité. Et c'est là où aussi, moi, je veux interpeller les papas parce qu'ils peuvent intervenir. Quand tu vois que ta femme, là, elle est fatiguée, dis-lui, chérie, va dormir. Tu prends le bébé, tu t'en occupes. Peut-être ça va seulement être 30 minutes ou 1 heure, mais tu verras qu'elle t'en sera très reconnaissante. C'est là où vous, les papas, là, vous pouvez intervenir et aider vos femmes pour que demain, elles ne disent pas qu'elles regrettent d'avoir un enfant parce qu'elles avaient un vrai soutien à côté. Et ça va aussi lui permettre de pouvoir dégager du temps pour pouvoir être avec vous et vous occuper de vous. Parce qu'on entend souvent aussi, oh, depuis qu'elle a accouché, elle me néglige. Mais parce que toi aussi, tu négliges, papa. Tu n'as pas pris le soin de l'aider avec le bébé. Elle ne peut pas s'occuper et de toi et du bébé, c'est pas possible. Donc, occupe-toi un peu du bébé, trouve même un moyen que quelqu'un garde un peu le bébé. Tu dis à ta femme, chérie, viens, on va boire le verre. Elle va, même si c'est seulement le bar à côté, hein, le grenade à côté, elle va être tellement contente pour les 5 minutes là que tu l'auras emmenée. Oh, tu auras la plus belle femme et la plus merveilleuse femme du monde, au moins pendant 1 semaine, jusqu'à ce que tu réitères encore l'action. Donc, voilà. Et enfin, il faut pouvoir s'informer, lire et témoigner sur le sujet, libérer la parole. Témoigner, c'est important. Si vous sentez que vous avez des symptômes que vous ne comprenez pas, si vous sentez qu'il y a des émotions que vous n'arrivez pas à gérer, aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux pour pouvoir s'informer sur ce qu'on a. Il y a Google, il y a plein de choses pour essayer de comprendre ce que l'on a. Et quand on a essayé on a compris ce qu'on a, on peut lire et essayer de voir comment faire pour atténuer ces symptômes-là, pour atténuer ces émotions-là. Et ensuite, on peut témoigner. Tu peux témoigner dans ton église, tu peux témoigner chez tes amis. Ça va t'aider à libérer la parole, ça va t'aider à identifier aussi quels ont été tes points de blocage, mais aussi ça va aussi aider une autre personne qui vit ça et qui ne sait pas que c'est ça qu'elle est en train de vivre. Et aider une autre personne, ça va te permettre toi-même de sortir de là, parce que tu vas te rendre compte que en fait, tu n'es pas seul dans cette situation. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'aide dans des moments assez difficiles, c'est écrire. Parce que j'aime beaucoup écrire. Je suis pas quelqu'un qui parle peut-être forcément, mais je vais écrire. Et écrire, en fait, ça va me permettre de documenter, en fait, une période de ma vie. Et quelques temps après, quand je repars, je peux voir quand est-ce que j'ai chuté, quand est-ce que je me suis relevé et où j'en suis par rapport au premier jour où j'avais écrit. Et ça aussi, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé parce que tu sens que tu es en train d'avancer, que tu es en train d'aller ailleurs. Oui, j'ai rechuté, mais j'ai pu sortir comme ça. Et puis demain, s'il y a encore une autre situation, tu pourras aller reprendre en fait tes schémas que tu avais déjà fait parce que tu avais déjà écrit le schéma dans lequel tu avais pu t'en sortir pour pouvoir t'en sortir. Donc voilà, ça c'était surtout au niveau de la gestion des émotions. Maintenant, moi, je voulais aussi revenir un peu plus sur comment, en fait, trouver sa place en tant que mère. Parce que le regret aussi, c'est parce que tu te dis que tu es pas une bonne mère, que tu ne sais pas exactement où te placer dans ce rôle-là. La première des choses, je pense, on n'en a pas assez parlé, mais il faut interroger son histoire personnelle. On sait que la grossesse et la maternité amènent des bouleversements hormonaux et physiques importants. Et c'est dans ça que tu as un bon, tu as un bon levier pour que tes émotions rejaillissent et ce que tu as laissé au fond de toi là reviennent faire surface. Et tes blessures émotionnelles de l'enfance qui n'ont pas été correctement cicatrisées, ça va remonter. Et puis ça va s'ouvrir d'une force. Ouais, tu vas te dire mince. Et c'est dans ces moments particuliers que tu te dis mais mince, ça j'avais pas traité ça en fait. Et dans ces moments-là, il faut se poser la question. Quelle est la relation que j'avais avec ma mère? Est-ce que c'est une relation apaisée? Est-ce que la relation est tendue? Ou même, est-ce qu'il y a une relation avec ma mère qui existe ou pas? Ou la personne, quand je dis la mère, c'est pas forcément la mère qui a donné la vie, biologique. C'est aussi la mère qui t'a élevé, la personne que tu vois en tant que mère, en fait, qui est dans ton entourage. Ensuite, pour savoir ce qui se passe et pour trouver sa place,
il faut savoir que même la mère ou la personne qui t'a élevé, la plus mauvaise, t'aura forcément donné du positif et du négatif. Même quand ça va être dans ta tête, dans ton esprit, ça a été difficile du début à la fin. Même dans les difficultés, il y a quelque chose que tu peux sortir de positif dans ça. Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce que tu veux dans le positif là transmettre à ton enfant et qu'est-ce que tu ne veux pas transmettre à ton enfant? Quel est ton propre schéma? Parce que la relation peut être tellement fusionnelle et idyllique que tu vas vouloir reproduire la même relation avec ton enfant. Sauf que l'enfant qui est là, c'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est pas toi. Il n'a pas les mêmes attentes. C'est ça. Donc, il a besoin d'une relation particulière avec toi. Et donc, tu vas pas comprendre si demain, tu ne t'entends pas avec ton enfant, mais parce que tu voulais reproduire ta relation avec ta mère. Mais c'est pas le cas. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses et revenir dessus. Donc, la relation avec la mère est primordiale. La deuxième des choses, c'est qu'il faut accepter que, en fait, on n'est pas parfaite, quoi. C'est ça. L'être humain est faillible, le cœur de l'homme est tortueux. Oui, bah, écoute, j'ai des faiblesses. Point barre. C'est comme ça, en fait. Donc, déjà, je suis là. Yes, je fais l'effort d'être là, de me lever le matin et de te faire certaines choses. Des fois, je suis à 100%, des fois, je suis à 10%, mais c'est parce que je suis un être humain et que c'est normal. Donc, je dirais, pour être une mère, déjà, il faut que tu sois déjà suffisamment présente, c'est déjà bien. Tu réponds aux besoins primaires de ton enfant, comme la nourriture affective et la nourriture normale. Physique, ouais. Et tu laisses aussi suffisamment d'espace pour que lui, il s'explore, qu'il se découvre et qu'il fasse ses propres erreurs et qu'il apprenne, en fait. Il faut apprendre à lâcher prise. Ça, c'est important. Et cela va nous permettre d'apprécier la perfection de chacune de nos vies et des temps passés avec nos enfants. Même dans l'imperfection, en fait, ce sera parfait. Enfin, ce que moi, je trouve tellement basique et qu'on ne le répétera jamais assez, je pense, dans nos émissions, c'est prendre soin de soi. Hein? Oui, tu as un enfant. Oui, il passe avant tout. Mais avant de passer même avant toi, il faut que toi, tu puisses savoir que tu dois avoir des temps pour toi-même. Oui, c'est important. Au-delà d'être mère, tu restes un être humain à part entière, tu restes une femme. Et donc, il faut prendre soin de toi et savoir que l'enfant observe ses parents. Ce que tu vas faire, comment tu vas ne pas prendre soin de toi là. Dis-toi que ton enfant ne prendra pas soin de lui. Dis-toi que ton enfant se dira que moi, je me sacrifie parce que maman s'est sacrifiée et je l'ai vu se sacrifier toute sa vie. Après, ça dépend des schémas, mais je ne pense pas qu'on veuille que nos enfants se sacrifient ou qu'ils aient un schéma de sacrifice constant. Donc, en te voyant prendre soin de toi, il va se dire « Ah, mais j'ai le droit, en fait. Ça, je peux un peu prendre soin de moi. Je peux avoir des temps pour moi toute seule. Je peux aller marcher un petit peu pour m'aérer la tête. » Donc, des choses très simples, mais il faut se dégager du temps. Et ça va même permettre d'avoir de meilleurs temps de qualité avec ses enfants. Et vous, les filles, vous avez des petits tips? Moi, c'est l'écriture. Alors, dans ce que tu disais de ne pas être parfait, moi, j'ai appris avec le temps qu'on est 100%. Et dans tout ce qu'on a fait, on donne un pourcentage de qui l'on est. Donc, tu peux pas être 100% maman, 100% entrepreneur, 100% ceci, 100%, 100%. Tu n'as que 100% et tu divises ces 100% par rapport à tout ce que tu as à faire. Et le fait de donner du peu de qui tu es déjà, tu es en train de nourrir déjà les différents aspects de ta vie. Et c'est ça qui fait toi, en fait. Si tu viens de donner seulement juste 100%, tu es maman, et puis le reste, tu t'en occupes pas, tu vas sentir un vide et c'est ça qu'on appelle aussi la dépression, tu vas l'autre là. Donc, il faut se dire que je suis à 100%. Quelles sont les différentes, c'est comme la sève qui doit passer dans chaque racine. Voilà, quelles sont mes différentes racines? Il y a mère, épouse, je sais pas, salarié, entrepreneur, grande sœur, ceci, et femme de foi et tout. Donc, c'est différentes. Tu fais passer ta sève, qui tu es, dans chacun des trucs pour avoir ton équilibre. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Et j'aimerais aussi rappeler, c'est que la parentalité, c'est un travail à deux. C'est un travail à deux. Et il y arrive aussi des cas, par exemple, que peut-être que l'autre conjoint n'est pas là, ou soit un cas de décès, ou un autre cas que l'autre est parti, de séparation et consort, bah, c'est de trouver en fait un binôme, quelqu'un avec qui
vous pouvez vraiment partager cette parentalité pour ne pas porter le poids sur nous seuls. Selon un proverbe africain, on dit que on met au monde un enfant tout seul, mais on l'éduque ensemble avec le village entier. Donc c'est une façon de dire il y a forcément quelqu'un, ça peut être un frère, ça peut être même ta propre mère, ça peut être vraiment trouver un binôme avec qui vous allez partager cette parentalité là pour justement trouver ton équilibre. Un être humain, le gérer tout seul, tu ne pourras pas. Soit tu vas toi te déprécier, te détériorer considérablement et au fur et à mesure. Déjà, ça va se voir dans ta mentalité. Ça va se voir aussi sur ton corps. Des fois, il y a d'autres qui maigrissent, il y a d'autres qui grossissent, il y a d'autres qui vraiment méconnaissables tout à coup. Voilà, obscurité totale, éclipse totale. On reconnaît plus. Voilà, donc il faut trouver vraiment quelqu'un avec qui vous allez partager cette parentalité. Si votre conjoint n'est pas là, mais vraiment, ça doit être un travail d'équipe en grosso modo. Et j'aimerais aussi parler de notre culture un peu patriarcale aussi, qui nous emmène souvent à penser que le papa, ben oui, lui c'est souvent celui qui doit donner l'argent de la popote et puis c'est bon, il s'assoit, voilà, se sont trop bien élevés, mais non, il a aussi cette contribution aussi dans l'éducation des enfants en fait. Il a sa contribution, c'est en étant là, en étant présent. Peut-être que c'est pas lui qui va faire, mais il peut trouver des options, des solutions. Il y a des papas qui peuvent constater que bon, ma femme apparemment elle est épuisée, ben je lui trouve une ménagère. C'est aussi une façon de contribuer, hein. Ouais, et je lui trouve une aide, ou bien j'appelle ma sœur qui vient du village, qui va venir l'aider. C'est aussi une façon de contribuer. Donc c'est vraiment on doit un peu diluer en fait cette culture patriarcale qui met l'homme un peu en retrait par rapport à la qualité de vie dans la maison. C'est vrai qu'on s'appuie souvent sur ce verset, c'est la femme sage qui bâtit la maison. La femme sage. C'est vrai, mais c'est la femme sage qui bâtit la maison, mais dans la maison en question, il y a des gens à gouverner. Donc, le monsieur là aussi fait partie de la maison. Donc, il doit se mobiliser aussi pour construire cette maison-là.